Bienvenue dans votre journal, messieurs et dames. Merci de votre fidélité. À la une de cette édition, le président de la Commission électorale nationale indépendante a déposé lundi l'avant-projet de la loi sur la répartition des sièges pour le scrutin du 20 décembre 2023 auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, a signé le mardi 23 mai un arrêté ministériel portant désignation et nomination des membres de quelques comités de gestion des établissements de la ville de Kinshasa. Plusieurs universités et instituts supérieurs sont concernés par ces réajustements. Enfin, le monde célèbre ce mardi 23 mai la journée internationale de la fistule obstétricale. Dans le monde, on estime à plus de 2 millions de jeunes femmes vivant avec cette maladie non soignée. Dans cette édition, l'intervention du vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Olène. Je l'ai dit tantôt, le président de la Commission électorale nationale indépendante a déposé le lundi 22 mai l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges pour le scrutin du 20 décembre 2023 auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, une étape déterminante du processus électoral en cours. Reportage de Esther Amissi. Pour le président de cette institution d'appui à la démocratie, il s'agit là d'une étape importante qui tourne définitivement la page de la révision du fichier électoral et qui conduit vers la réception et le traitement des candidatures en vue de la tenue de prochaines élections. À en croire Denis Kadima, le cheminement du processus électoral ne connaîtra aucune souffrance une fois la loi promulguée. Nous sommes venus déposer l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau national, au niveau provincial et local. Et c'est cela qui va nous amener droit dans la phase de réception des candidatures et traitement de ces mêmes candidatures. Donc on a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement qui, à son tour, va l'acheminer au Parlement afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Après cette étape, en fait, nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. À noter que cet avant-projet de loi a été adopté par l'Assemblée plénière de la CENI le dimanche 21 mai de l'année en cours. La convocation de l'électorat pour la députation nationale est prévue le 25 juin prochain. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a annoncé une série de mesures conservatoires contre la chaîne de télévision CML13 ainsi que son directeur général Louis-France Kouzekissa. Le CESAC a frappé aussi d'interdiction le passage dans un média émettant en RDC pour une durée de 90 jours les intervenants Daniel Safou ainsi que Mike Moukebaye. Concernant la chaîne émettant à Kinshasa, le CESAC a demandé à Renatel Sat de prendre des dispositions urgentes pour couper son signal durant 45 jours. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le parti Nouvel Élan a dit avoir suivi avec attention le déroulement de la marche organisée le 20 mai à Kinshasa par une frange de l'opposition. Le parti d'Adolphe Mouzitou déplore les actes de violence des agents de la police sur les civils sans défense et plus particulièrement celle sur un mineur dont la vidéo enflamme la toile actuellement. Il condamne également l'usage disproportionné de la force de la police et sa complicité avec les bandits armés de machettes contre les manifestants sans défense. Quoique n'ayant pas pris part à cette activité, ces partis de l'opposition exigent notamment l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur cette répression. Toujours dans le chapitre des réactions, les États-Unis se disent préoccupés par les indications d'un usage disproportionné de la force par les forces de la sécurité lors de la marche organisée le week-end dernier à Kinshasa par l'opposition
Washington a épinglé particulièrement le cas de l'agression d'un mineur tout en exprimant ses vives préoccupations. Les USA n'ont pas manqué de saluer l'engagement rapide du gouvernement congolais à identifier et à détenir les agents de sécurité responsables de ces actes et disent accueillir l'affirmation rapide du ministre congolais des droits humains de l'importance de la justice pour les victimes de ces violations des droits de l'homme. En réaction sur la marche du week-end, Fedi Mukendi, cadre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, estime que l'état des droits instauré par le président Félix-Antoine Tshisekedi est bel et bien effectif. Écoutez-les au micro de Naomi Pila. Il ne s'agit pas de la répression, il s'agit de la dispersion. La police est venue disperser les manifestants qui n'ont pas respecté l'itinéraire convenu avec l'hôtel de ville. Mais dans cette mission de la police, il y a eu des éléments incontrôlés qui ont commis des actes en dehors de la loi, des actes en dehors des instructions qui ont été données. Et ces éléments incontrôlés sont aux arrêts. L'erreur incombe à qui? L'erreur incombe d'abord aux organisateurs de la marche qui n'ont pas respecté l'itinéraire retenu par l'autorité urbaine, de surcroît l'itinéraire qu'eux-mêmes avaient proposé, notamment le rond-point Sakombi jusqu'à IMK, et aussi l'Emba, qui était le deuxième itinéraire que l'autorité avait supprimé parce qu'il y avait une autre marche de ce côté-là. La Constitution n'interdit pas qu'il y ait 2-3 marches. C'est comme Fali pour organiser la musique au stade et faire organiser dans un autre stade. L'autorité urbaine est obligée de sécuriser ces deux manifestations. La Ligue des jeunes de l'IDPS, je ne fais pas leur porte-parole, a organisé la marche, a demandé la marche et l'autorité a autorisé. Il a autorisé aussi l'opposition et a donné à chaque organisation, à chaque parti politique, un itinéraire à respecter. La Ligue des jeunes a respecté l'itinéraire et la police a encadré sa marche jusqu'au point de chute. Et l'opposition, parce qu'elle voulait se faire entendre, a refusé l'itinéraire convenu avec l'autorité urbaine. C'est ainsi que la police a voulu faire respecter le mot d'ordre, la décision de l'autorité, mais aussi pour ne pas troubler l'ordre public. Et pendant ces temps, du côté de l'opposition, on ne baisse pas le bras. Les blocs de l'opposition a saisi lundi le gouverneur de la ville de Kinshasa pour l'encadrement de son sit-in prévu ce 25 mai devant le siège de la CENI et de préciser que tous les jeudis de la semaine seront désormais organisés un sit-in devant les installations de la centrale électorale pour exiger les élections crédibles, inclusives et transparentes. Dans un autre volet de l'actualité, plusieurs jeunes démobilisés retournent dans les groupes armés à cause d'une mauvaise prise en charge. Aucun programme ne reprend le relais pour former ces jeunes à devenir une main-d'œuvre utile à la société. C'est dans ces cadres que le consortium sud-africain ACK Civil et Corporate Social Responsibility, représenté par André Corradus, a été reçu par le ministre d'État en charge de l'intégration. Mboussa Nyamwisi, c'est un reportage signé Laetitia Mvumba. Reçu en audience, les consortiums sud-africains ACK Civil et corporatés par les ministres de l'intégration régionale Mboussa Nyamwisi, ces consortiums qui a pour objectif de promouvoir l'investissement, la paix, la sécurité, l'intégration socio-économique et reconstruction de la RDC, surtout dans les zones des conflits. Les projets dont il est porteur va aider les jeunes désireux de quitter les groupes armés à obtenir des formations dans divers domaines, comme les confirme Tchakubuta Biambe Néhémi, directeur régional des ACK Civil. Nous sommes venus rencontrer le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale de francophonie, pour vouloir accompagner le ministère dans le processus de paix et de pacification dans la partie est de la République démocratique du Congo, en réalisant quelques projets d'investissement. Les jeunes qui sont
tant de groupes armés. Et nous voulons travailler dans le relèvement communautaire et stabiliser la partie est du pays. Le ministre est totalement ravi de l'approche et il a décidé de nous accompagner pour la mise en œuvre de toutes ces activités envisagées. Le ministre Mboussani Amouissi, qui a la sensibilisation des groupes armés pour leur mobilisation dans ses attributions, a salué ces projets qui va former les futurs ex-combattants et des jeunes sortis des groupes armés, de leur assurer un avenir meilleur et éviter les mouvements des retours dans la brousse. Je l'ai dit en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïdo Zangui a signé ce mardi 23 mai un arrêté ministériel portant désignation et nomination des membres des quelques comités de gestion des établissements de la ville de Kinshasa. Plusieurs universités et instituts supérieurs sont concernés par ces réajustements. Il s'agit notamment de l'Université de Kinshasa, l'Institut supérieur d'architecture et l'urbanisme de Kinshasa, l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa, l'Institut des arts et métiers de Kinshasa. Le patron de l'ESU a justifié sa décision par le climat malsain qui règne au sein de ces institutions. L'Union nationale de la presse congolaise a ouvert le lundi 22 mai à Kinshasa un pré-atelier du comité scientifique chargé de révisiter les textes normatifs en prévision du congrès extraordinaire de la corporation. Ces travaux se feront en 2 épisodes et prendront en tout 10 jours. Images et commentaires. La première phase de ces travaux qui vont du 22 au 26 mai 2023 sera suivie par celle plus élargie de 25 personnes qui pendant 5 jours également vont recevoir les rapports des experts, amender et adopter article par article l'avant-projet des textes qui finalement sera présenté au congrès extraordinaire pour être amendé et adopté par les congressistes. La révisitation du cadre normatif de l'UNPC figure parmi les recommandations des États généraux de la communication et médias tenus en janvier 2022. Depuis lors, l'UNPC n'a cessé d'être traversée par des déchirements liés aux biens et aux intérêts politiciens des forces politiques voulant fermer base sur la presse qu'aux ambitions de certains professionnels des médias. Des ambitions ayant des tentacules particulièrement dangereuses puisque touchant parfois jusqu'au tribalisme et même au clientélisme politique. Depuis 2 ans également, le professionnel des médias en RDC travaille son pièce d'identité professionnelle. Il est attendu de nouveaux textes, surtout le renforcement de l'autorité de l'UNPC, organe de la profession journalistique en RDC, pour assainir la profession notamment par l'élimination des moutons noirs et l'application stricte des règles d'éthique et déontologie professionnelle. Aujourd'hui, en effet, l'espace médiatique congolais est devenu un fourre-tout et même le choix repère de tous les ratés d'autres professions, sans oublier la politicaille qui s'y est développée sous forte influence des forces politiques. L'archevêque et les évêques de l'archidiocèse de Kinshasa ont été en assemblée générale ordinaire à Kenge du 16 au 21 mai dernier. Les évêques de 9 diocèses de l'archidiocèse de Kinshasa ont dans leur déclaration finale évoqué les conflits communautaires entre les Teke et Yaka qui sévit dans le Mai-Ndombe avec des ramifications à Kinshasa et impact sur les provinces du Kwango et Kwilu. Ils soupçonnent des politiciens d'être derrière l'insécurité consécutive à ces conflits. Les évêques de la province de Kinshasa, constitués de la capitale congolaise, du Congo central et du Grand Bandundu, ont emprunté les mots du pape pour lancer cet appel aux instigateurs du conflit. Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces, agissez en responsables pour protéger notre peuple, cessez de manipuler et instrumentaliser un peuple déjà meurtri par la souffrance et la misère et le deuil récurrent.
Et pour terminer, le monde a célébré ce mardi 23 mai la journée internationale d'élimination de la fistule obstétricale. Dans le monde, on estime à plus de 2 millions de jeunes femmes vivant avec cette maladie non soignée. Entre-temps, 50 à 10 000 nouveaux cas surviennent chaque année et la RDC n'est pas épargnée. Les statistiques révèlent que 3,161 cas de fistules obstétricales ont été notifiés en 2022 sur l'étendue du territoire national. On écoute le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Olène, dans cet extrait sélectionné par Esther Amissi. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale sous le thème « 20 ans après, des progrès insuffisants, agissant maintenant pour éliminer la fistule d'ici 2030 ». Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ce thème est plus interpellateur pour nous et tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de l'élimination de la fistule obstétricale, ainsi que les bailleurs de fonds. Ceci devrait nous emmener à nous interroger sur la manière dont nous avons utilisé les fonds qui nous ont été alloués et réorienter nos efforts pour la prochaine décennie afin d'atteindre de meilleurs objectifs. La fistule obstétricale constitue un problème de santé publique dans notre pays. Elle met la femme qui en est porteuse au banc de la société et ternit son avenir. Il nous appartient tous d'en prendre conscience pour amener tous ces investissements à servir directement pour les besoins pour lesquels ils ont été donnés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo se joint donc à cette célébration pour souligner sa préoccupation et sa détermination face à ce fléau. En effet, la fistule constitue un des plus grands drames chez la femme, de par ses répercussions qui sont à la fois médicales, économiques, psychologiques et sociales. Les femmes vivant avec une fistule obstétricale sont extrêmement gênées par le fait de ne pas pouvoir contrôler l'émission de leurs urines. Leur douleur et leur honte peuvent être renforcées encore par des infections à répétition, des lésions vaginales, une stérilité pouvant rendre leur vie pénible. À travers le monde, on estime à plus de 2 millions de jeunes femmes vivant avec une fistule obstétricale non soignée, et que 50 à 100 000 nouveaux cas surviennent chaque année. Il est probable que ces chiffres soient sous-estimés parce que ces jeunes filles ou ces femmes ont tendance à vivre dans la honte, le silence et l'isolement et ne sont pas connues du système de santé. Chers compatriotes, la RDC, notre pays, est concernée par ce fléau. Les données récentes notifiées en 2022 dans le DHIS2 relèvent 3161 cas de fistule obstétricale notifiés sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène en RDC, à savoir les mariages et les maternités précoces, la pratique courante de l'accouchement à domicile sans aucune assistance d'un personnel qualifié, la faible disponibilité des services de soins obstétricaux et néonatales d'urgence, la faible utilisation des méthodes de planification familiale moderne et la faible accessibilité géographique et financière. Face à cette situation, le gouvernement et ses partenaires multiplient les stratégies idoines en vue d'infléchir les tendances. C'est donc dans cette optique que mon ministère, à travers le Programme national de santé de la reproduction, organise depuis 2006 jusqu'à ce jour des campagnes de réparation de la fistule obstétricale avec l'appui de l'UNFPA, InGender Health et FISPRO. C'est ici que s'achève cette session d'information. Place au rappel des titres. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a déposé lundi 22 mai l'avant-projet de la loi sur la répartition des sièges pour le scrutin du 20 décembre 2023 auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Depuis, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïse Zangui a signé ce mardi 23 mai un arrêté ministériel portant désignation et nomination des membres de quelques comités de gestion des établissements de la ville de Kinshasa. Plusieurs universités et instituts supérieurs sont concernés par ces réajustements. Enfin, le monde célèbre ce mardi 23 mai la journée internationale d'élimination de la fistule obstétricale, dont le monde on estime à plus de 2 millions de jeunes femmes vivant avec cette maladie non soignée. Dans cette édition, l'intervention du vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Olène.
fin de cette édition. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.